On entend parfois cette phrase que la plupart des gens mènent une vie de désespoir tranquille. C'est une idée qui résonne pas mal avec Henri David Thoreau. Ah oui, tout à fait. Il critiquait ce qu'il appelait les soins factices et puis ce travail sans fin qui, selon lui, nous change en machine. Oui, et qui nous empêche de goûter aux choses plus fines, plus riches de la vie. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu les idées de cet homme qui, lui, a choisi une voie radicalement différente. Notre source principale, ce sont des extraits de son grand livre Walden ou La vie dans les bois, qui date de 1854. Hmm. C'est le récit de son expérience, sa tentative de vivre simplement pendant, 2 ans et quelques mois, près de l'étang de Walden, dans le Massachusetts. C'est ça. Et notre but, c'est d'extraire ces idées clés sur l'économie perso, la simplicité, l'autonomie, le rapport à la nature, et puis sa critique de la société de l'époque. Et de voir ce qui nous parle encore aujourd'hui. Voilà. Ok, alors, on y va. Oui, et d'abord, ce qui frappe, c'est l'audace du projet. C'est quand même quelque chose. Ah oui, Et puis cette façon d'utiliser le je, le I en anglais, tout le temps. C'est pas juste un journal intime. non, c'est clair. Thoreau, il part de son expérience à lui, très personnelle, très locale, Concorde, milieu du 19e siècle, l'Amérique industrielle qui démarre, les tensions sur l'esclavage. Oui, Mais il s'en sert pour poser des questions qui en fait nous concernent tous. Son retrait dans les bois, c'est pas une fuite. C'est une vraie expérience, presque un labo de philo à ciel ouvert. Il décrit un travail tellement écrasant qu'il nous rend incapables d'apprécier la beauté, la finesse de la vie. L'humain réduit à une sorte d'outil. C'est ça. Il dit même qu'on n'a plus le loisir de garder son intégrité ou d'avoir des relations profondes, parce que même ça dévaluerait notre travail aux yeux des autres. C'est assez sombre comme vision. Carrément. Et il fait cette comparaison géniale, je trouve, entre le travail moderne et les 12 travaux d'Hercule. Ah oui, c'est vrai. Sauf que, nous dit Thoreau, nos travaux à nous, ils finissent jamais. Et surtout, on bat aucun monstre à la fin. C'est sans fin, quoi. On nettoie les écuries d'Augias sans boucle. C'est une image forte. Il pointe une forme de servitude moderne. Pas seulement l'esclavage du Sud, mais aussi une servitude économique, mentale, plus cachée, qui touche aussi les gens du Nord. Et le pire peut-être, c'est qu'il dit que ça vient surtout de l'ignorance et l'erreur. Comme si on était nos propres geôliers sans en rendre compte. Exactement, un peu comme une servitude volontaire, mais par ignorance. C'est là qu'il met l'accent sur le pouvoir de notre jugement personnel. Il écrit un truc comme « L'opinion publique est un tyran faible comparé à notre propre opinion privée ». Oui, En gros, ce qu'on pense de soi, c'est ça qui détermine notre destin. C'est un appel à s'émanciper soi-même, quoi. Ça commence dans la tête. tout à fait. Et pour ça, il faut remettre en question radicalement ce qu'on croit savoir, les habitudes, les préjugés qu'on a hérités. Et il prévient, aucune façon de penser ou d'agir, même très ancienne, ne peut être crue sans preuve. C'est un appel à l'esprit critique, en somme. Carrément. Et il ajoute cette phrase qui percute. Ce que tout le monde répète ou accepte en silence aujourd'hui peut s'avérer être un mensonge demain. Ça nous renvoie direct à nous, non? Ah oui, clairement. Est-ce qu'on n'accepte pas plein d'idées toutes faites, de normes, sans jamais vraiment y réfléchir? C'est la question qu'il pose. Et pour sortir de ça, justement, il propose de revenir à l'essentiel. Il identifie 4 nécessités de base. Nourriture, abri, vêtements, combustible. Les 4 piliers. Si on prend le vêtement, par exemple, sa critique est double. Notre obsession de la nouveauté et le fait qu'on se préoccupe trop de ce que pensent les autres. Le regard des autres. Toujours. Pour lui, un vêtement, ça sert à quoi? À garder au chaud et à couvrir la nudité. Point barre. Il raconte cette anecdote marrante du chien qui aboie sur l'étranger bien habillé, mais pas sur le voleur tout nu. Oui, c'est assez parlant. Mais derrière l'humour, la question est sérieuse. Sans nos vêtements, on serait quoi socialement? Quel serait notre rang? Et cette approche très terre-à-terre, il l'applique aussi à l'abri, la maison. Son calcul est assez brutal. Oui, j'ai vu ça. Le coût d'une maison, c'est 10 ou 15 ans de la vie d'un homme. Voilà. Alors il demande, est-ce que c'est pas la maison qui finit par nous posséder plutôt que l'inverse? Bonne question. Il met ça en face des bigwams, des Amérindiens, simples, efficaces, adaptés. Et là, cette phrase terrible, la civilisation a amélioré nos maisons, mais elle n'a pas également amélioré les hommes qui doivent les habiter. Ouch, ça pique. Si notre vie intérieure, elle n'est pas plus noble que celle des soi-disant sauvages, pourquoi il nous faudrait des maisons plus compliquées? C'est une remise en cause frontale de l'idée que progrès matériel égale progrès humain. C'est vrai que c'est dérangeant comme pensée. Et j'imagine que cette idée que nos possessions nous possèdent, ça s'arrête pas au mur. Il devait aussi parler de ce qu'on met dans la maison. Ah bah oui, forcément. Il étend ça au mobilier.
Pourquoi on entasse autant de meubles, d'objets? L'accumulation, Il compare l'occidental à un vieux monsieur qui voyage avec une tonne de bagages inutiles. Son conseil, un peu direct, jeter au moins les 3 premiers meubles. radical. L'idée de fond, c'est commence par simplifier ta vie. Mets de l'ordre dans ta tête avant de vouloir décorer ta maison. Une vie simple et belle, c'est ça le vrai fondement d'une belle maison pour lui. Logique, vu comme ça. Et pour la nourriture alors, la dernière nécessité des hauts. Son régime à Walden, riz, maïs, patates, un peu de poisson, beaucoup d'eau. Ça paraît un peu austère aujourd'hui, non? Ça peut sembler austère, c'est vrai. Mais son but, c'était surtout de prouver qu'on pouvait se nourrir sainement avec très peu d'argent, même en Nouvelle-Angleterre, en cultivant soi-même une partie de sa bouffe. Montrer que c'était possible. Oui, démontrer qu'on pouvait être moins dépendant du commerce, du travail salarié, juste pour manger. C'est une affirmation de notre capacité à nous adapter, à être autonome. Il dit pas que tout le monde doit manger comme ça, mais que c'est faisable de vivre beaucoup plus simplement si on le choisit. Ce qui nous amène au cœur du truc. Pourquoi il est parti vivre seul dans cette cabane? Sa réponse est super connue. Je suis allé dans les bois parce que je voulais vivre délibérément. Vivre en pleine conscience, en quelque sorte. C'est ça. Affronter les faits essentiels de la vie, voir ce qu'elle avait à lui apprendre, pour pas se rendre compte à la fin qu'il était passé à côté. Il voulait sucrer toute la moelle de la vie, comme il dit, la réduire à sa plus simple expression pour la comprendre vraiment. Qu'elle soit méprisable ou sublime, et il vous laisse savoir. Voilà où ça devient vraiment passionnant, cette quête d'authenticité radicale. Et pour y arriver, il fallait lutter contre la dispersion. Notre vie est gaspillée par le détail, il écrit. D'où son cri du cœur, simplicité, 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 que vos affaires soient 2 ou 3 et non 100 ou 1000. Il nous presse de simplifier nos vies pour pas se noyer dans cette mer agitée de la vie civilisée. Et cette simplification, elle n'est pas juste matérielle, elle est aussi mentale. Il critique la course permanente, cette soif de nouvelles, qu'il voit souvent comme du simple commérage. Une distraction en fait. Oui, une distraction qui nous éloigne de ce qui compte vraiment. Son objectif, c'est de percer les apparences, de trouver ce qu'il appelle la réalité, un fond dur sur lequel on peut construire, une sorte de point d'ancrage dans un monde qu'il voit comme changeant et superficiel. Il cherche du solide. Il utilise cette image très belle du temps comme un ruisseau peu profond où il pêche. Ah oui. Il dit « son mince courant s'écoule, mais l'éternité demeure ». Il veut boire plus profond, pêcher dans le ciel. Et sa tête, c'est pas juste pour penser, c'est un outil pour creuser, pour miner vers cette vérité plus profonde. Dans cette recherche, la lecture a sa place, mais pas n'importe laquelle. Il recommande les classiques, Homère, Échille, des lectures exigeantes. Oui, et si possible dans la langue d'origine. Exactement. Il est assez dur avec la littérature de son époque, trop facile, ces easy reading qui, selon lui, nous endorment intellectuellement au lieu de nous réveiller. Oui, mais il va plus loin que ça. Il fait la différence entre le simple lecteur, même érudit, et ce qu'il appelle le voyant, le seer. Lire les grands auteurs, c'est crucial, mais ça suffit pas. Il faut autre chose. Il faut aussi apprendre à lire le monde lui-même. Être toujours attentif à ce qui est à voir. Il part d'un langage universel, celui que toutes les choses et tous les événements parlent sans métaphore. Déchiffrer ce langage direct de la réalité, c'est ça le plus important. C'est une lecture du réel en fait, une attention de tous les instants. Et cette attention au réel, il l'a développée dans une solitude assez marquée. Il écrit cette phrase incroyable. « Je n'ai jamais trouvé de compagnon qui fût aussi compagnonnable que la solitude. » Comment on interprète ça? Il était juste asocial? Je ne pense pas. Pour lui, la vraie solitude, c'est pas une question de kilomètres. Il dit qu'un étudiant surbooké à Cambridge peut se sentir plus seul qu'un ermite. Ce qu'il critique, c'est la superficialité de beaucoup de relations sociales, la société trop bon marché, comme il dit. On se voit trop souvent sans s'être laissé le temps d'avoir quelque chose de neuf, de profond à partager. Il faut de l'espace entre les gens pour lui. Voilà, pour que les échanges soient vrais. Et puis, il trouve dans la nature une compagnie constante, douce et bienfaisante. Il parle aussi de développer une double conscience. C'est-à-dire? Cette capacité à être à la fois acteur et observateur de sa propre vie. Peut-être que la solitude, justement, ça aide à cultiver cette distance intérieure, ce regard sur soi-même. C'est intéressant comme idée, cette double conscience. Mais il n'était pas complètement isolé non plus. Il recevait des visites. Ah non, pas du tout. Il parle de ces 3 chaises. 1 pour la solitude, 2 pour l'amitié, 3 pour la société. Il décrit des rencontres,
comme avec Alec Terrien, le bûcheron canadien. Oui, l'homme simple, proche de la nature, presque animal, mais dont la pensée reste un peu basique, disons. C'est ça. Ou John Field, l'immigrant irlandais qui galère. Thoreau essaie de lui expliquer comment s'en sortir en simplifiant sa vie, mais Field reste coincé dans ses vieilles habitudes de consommation. Le thé, le café, le beurre. Et ça, c'est une parfaite illustration de ce qu'on disait avant. Field, il n'arrive pas à se défaire des schémas mentaux, des désirs que la société lui a mis en tête, même si ça le dessert. C'est la difficulté de l'auto-émancipation en action, ou plutôt son échec. Thoreau s'intéresse aussi à ce qu'il appelle les lois supérieures. Il sent en lui deux forces. Une qui le tire vers le spirituel, la pureté, et une autre vers le sauvage, le primitif. Une dualité. Oui, la chasse par exemple, il la voit pas comme une fin, mais comme une étape possible, une initiation à la nature, qui peut ensuite amener à lâcher le fusil pour une appréciation plus fine. Et cette aspiration à une vie plus pure, on la retrouve dans son rapport à la nourriture. Il a une répugnance presque instinctive pour la viande. Il la trouve impure. Oui, moins pour des raisons de santé que par une sorte d'idéal esthétique et spirituel. Il est persuadé que l'humanité va évoluer vers le végétarisme. Et plus largement, il insiste, il faut écouter son génie, son intuition, sa loi intérieure. La pureté, surtout la chasteté, c'est pour lui la condition pour que s'épanouisse le génie, l'héroïsme, la sainteté. C'est très exigeant. Très. Il voit même le travail physique comme un moyen de canaliser une sensualité qu'il juge parfois excessive. C'est une vision morale assez... Et cette exigence, on la retrouve dans son observation de la nature. Elle est hyper détaillée. Quand il décrit la bataille de Fourmi, les rouges républicaines contre les noirs impérialistes, C'est épique, hein. ou le plongeon du Har sur l'étang qu'il n'arrive jamais vraiment à saisir. Ou comment les jeunes perdrix se cachent. On sent une attention incroyable, quasi scientifique, mais toujours chargée de sens. C'est ça qui est fascinant. C'est cette capacité à voir le grand dans le petit. L'observation de la nature, c'est jamais juste pour le plaisir des yeux chez lui. Ça devient une clé pour comprendre des lois plus générales. Comme quand il sonde l'étang. Exactement. Il mesure la profondeur partout et il découvre une régularité dans la forme du fond. Pour lui, ça illustre une loi de la moyenne qui s'applique pas qu'à la géographie, mais aussi à l'éthique ou au printemps quand il regarde la neige fondre et former des bancs de sable qui ressemblent à des feuilles, des doigts. Il y voit la création à l'œuvre. Oui, une sorte de signature universelle de la nature. Il lit vraiment le grand livre du monde dans ses moindres détails. C'est assez bluffant. À l'inverse de cette connexion profonde avec la nature, il est très critique envers le soi-disant progrès technologique. Les inventions comme le train, le télégraphe, pour lui, c'est des jouets perfectionnés. Qui nous détourne de l'essentiel. Sa formule est célèbre « des moyens améliorés pour une fin non améliorée ». Le télégraphe entre le Maine et le Texas, à quoi ça sert, demande-t-il, s'ils n'ont rien d'important à se dire? C'est une bonne question, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et le train? Ce n'est pas nous qui roulons sur le chemin de fer, c'est lui qui roule sur nous. Une allusion terrible aux ouvriers, souvent irlandais, morts en construisant les voies. C'est glaçant. Et cette critique, elle s'étend logiquement à l'éducation. Il se moque d'avoir appris la navigation à l'université sans jamais être monté sur un bateau. Ou la métallurgie sans avoir touché une forge. Voilà, il oppose le savoir des livres à l'expérience directe. Pour lui, le gamin qui apprendrait à faire son propre couteau, de A à Z, serait bien plus instruit que celui qui suit des cours théoriques et reçoit un canif tout fait. C'est un plaidoyer pour le savoir pratique, incarné. Et ça résonne encore pas mal aujourd'hui, non? Avec les débats sur les compétences pratiques versus les savoirs théoriques. Complètement, c'est une question toujours d'actualité. Il s'en prend aussi à la philanthropie, qu'il trouve souvent superficielle. Sa phrase est dure. Il y a 1000 personnes qui taillent aux branches du mal pour une qui frappe à la racine. En gros, on traite les symptômes, pas la cause. C'est ça. Plutôt que de vouloir faire le bien aux autres, il suggère de commencer par s'améliorer soi-même, arrêter de contribuer par notre propre vie aux problèmes qu'on dénonce. Donner de l'argent aux pauvres, dit-il, c'est parfois juste se donner bonne conscience sans changer le système qui crée la pauvreté. C'est une critique radicale. Et il dénonce aussi le conformisme intellectuel, cette pression à parler et penser comme tout le monde, pour être compris, même si ça appauvrit le discours. Il faut oser être extravagant. Oui, au sens premier. Sortir des limites, errer hors des sentiers battus. C'est souvent là qu'on trouve la vérité, dit-il. L'exploration la plus importante, c'est pas celle des pays lointains, c'est celle de notre propre intérieur.
notre continent intérieur. Mais alors, après avoir mis autant d'énergie dans cette expérience à Walden, pourquoi il est parti au bout de 2 ans? Sa réponse est assez logique finalement. Il dit: peut-être me semblait-il que j'avais plusieurs autres vies à vivre et que je ne pouvais plus perdre de temps pour celle-là. Il avait peur de tomber dans une nouvelle routine? Exactement. Même une routine choisie et réfléchie comme celle de Walden. Il raconte qu'il a remarqué qu'en moins d'une semaine, il avait déjà fait un sentier entre sa porte et l'étang. Ça lui a fait peur. Peur que d'autres, ou lui-même, finissent par suivre ce chemin trop facilement. L'expérience était finie, il était temps de bouger. Mais il part pas amer. Au contraire, il en tire une leçon plutôt positive, non? Ah oui, tout à fait. Il affirme que plus on simplifie sa vie, plus les lois de l'univers semblent simples. Et il nous encourage à suivre nos rêves, même s'ils paraissent fous. Si vous avez bâti des châteaux en l'air, votre travail n'est pas perdu. C'est là qu'ils doivent être. Maintenant, mettez les fondations dessous. Un appel à construire sa vie en accord avec ses idéaux? C'est exactement ça. Et son dernier mot, c'est un appel à chercher la vérité avant tout. Plutôt que l'amour, que l'argent, que la gloire, donnez-moi la vérité. Il critique son siècle, le 19e, qu'il trouve agité, nerveux, affairé, trivial. Il préfère se tenir un peu à distance pour mieux voir. Et la toute fin de Walden est magnifique. Cette métaphore de l'insecte superbe qui sort du bois d'une vieille table. Ah oui, après avoir été un œuf pendant des décennies, voire des siècles. C'est une image incroyable du potentiel de renaissance, d'éveil qui peut sommeiller en chacun, même dans la société la plus conformiste, la plus morte, comme il dit. Et sa conclusion ouvre tout. Seul ce jour se lève auquel nous sommes éveillés. Il y a plus de jour à poindre. Le soleil n'est qu'une étoile du matin. Une invitation à rester éveillé, à attendre son propre lever de soleil intérieur. C'est ça, une invitation à l'éveil permanent. Alors, si on essaie de résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Cette tension chez Thoreau, entre le retrait et l'engagement, entre la critique sociale féroce et la quête intérieure, la simplicité radicale et la richesse de l'observation. C'est pas simple, hein? Non, c'est complexe. Mais peut-être que la question qu'on pourrait se poser, en s'inspirant de lui, ce serait: aujourd'hui, dans notre monde hyper connecté, hyper rapide, avec l'IA qui change tout, ça voudrait dire quoi, vivre délibérément? Bonne question. Quels sont nos soins factices à nous maintenant? Ces trucs qui nous bouffent notre temps et notre énergie, mais qui nous éloignent peut-être de ce qui compte vraiment pour nous. Et comment on pourrait simplifier, pas pour copier Thoreau au 19e, mais pour retrouver ce qui est essentiel pour nous selon notre propre nature, notre génie. Retrouver notre propre boussole en quelque sorte. Voilà, et si, comme disait Thoreau, la civilisation améliore les maisons, mais pas forcément les habitants, quel regard on porte sur notre propre époque avec cette idée en tête? Ça laisse à réfléchir. Effectivement, des pistes de réflexion profondes. Notre exploration des idées de Thoreau à travers Walden se termine là. Une source qui, clairement, a encore beaucoup à nous dire.